Tout le plaisir pour moi de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le principal titre. Les RDC participent à l'exposition universelle d'Osaka au Japon. La Première ministre et le ministre de la Communication séjournent. Ce 25 juin, le monde célèbre la maladie du vitiligo et à 2% de personnes atteintes à travers le monde. Et en sport, la course au titre rude pour les championnats nationaux. Maniema Union a battu des SMP, match nul entre Mazembe et Lupopo. Merci de rester avec nous, nous sommes en direct sur YouTube. En déplacement du Japon pour l'exposition universelle d'Osaka, la première ministre Judith Suminwa lance la semaine de la RDC, vitrine du potentiel national. Cette mission s'inscrit dans une stratégie de diplomatie économique visant à renforcer le lien avec l'Asie en introduction à la TICAD d'août 2025. Suivez. Après avoir pris part au Forum économique mondial à Rome, axé sur les corridors stratégiques des Lobito, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, poursuit son agenda international. Elle s'est envolée ce mardi pour le Japon accompagnée du ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya dans le cadre de l'exposition universelle d'Osaka prévue du 23 au 30 juin 2025. Cette participation marque le lancement de la Semaine de la RDC, une vitrine dédiée à la promotion du potentiel économique, culturel et stratégique du pays au cœur d'un événement mondial majeur. Cette mission au Japon s'inscrit dans une dynamique plus large de diplomatie économique voulue par le gouvernement congolais qui a pour objectif de positionner la RDC comme un acteur incontournable en mettant en valeur ses ressources, ses opportunités d'investissement et l'expertise locale. La semaine de la RDC devient ainsi un outil stratégique pour séduire les investisseurs et partenaires dans la dynamique de la conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique qui se tiendra à Yokohama du 20 au 22 août 2025. Une étape qui vise également à affiner la stratégie congolaise de coopération avec l'Asie. 17e sommet des affaires US-Afrique a eu lieu en Angola en présence des 6 chefs d'État africains et une dizaine de chefs de gouvernement où le vice-premier ministre, ministre des Transports, a présenté les atouts du corridor de Lobito le lundi 23 juin 2025. Divine Salle après commentaire. Le président de la République d'Angola a ouvert les travaux du 17e sommet des affaires USA-Afrique en présence de 6 chefs d'État africains et une dizaine de chefs de gouvernement. Principal auteur à ces assises, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a délégué le vice-premier ministre, ministre de Transport, pour présenter les corridors de Lobito, qui est un atout majeur pour la République. Ce couloir de Lobito va permettre d'abord de réduire les prix de transport au niveau de l'exportation et également de réduire aussi le temps de plus ou moins une semaine. Par rapport aux couloirs traditionnels qui sont les couloirs sur Durban, au départ de Kolwezi, ou ce soit la zone minière, sur la Tanzanie également, Dar es Salaam ou sur Bira au niveau de Mozambique. Ça va donc permettre de pouvoir activer plus rapidement et permettre l'évacuation. Vous savez que Kolwezi va produire de plus en plus de minerais, de plus en plus d'entreprises augmentent leur production et il nous faut trouver une solution pour l'évacuation. Et je pense que l'investissement qui a été fait par l'Angola déjà jusqu'à Lobito, jusqu'à Dilolo, aujourd'hui nous sommes assez avancés. Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le président de la République s'est entretenu avec son homologue angolais quant à la rencontre avec le conseiller Afrique de Donald Trump. Et puis cette information, bref, la RDC a exprimé le 23 juin 2025 sa vive préoccupation face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient et a fermement condamné les frappes visant le territoire du Qatar. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Kinshasa réaffirme son attachement à la souveraineté des États et salue le rôle du Qatar en faveur du dialogue et de la paix. Elle appelle des escalades rapides et à la voie diplomatique pour préserver la stabilité régionale.
Et dans la même lignée de ses collègues ministres, en marge du premier anniversaire du gouvernement séminois, Raissa Malou a adressé un bilan positif de réformes exécutées jusque-là par son ministère de l'Éducation à la nouvelle citoyenneté. La patronne de l'Éducation l'a fait savoir au cours d'une interview accordée ce mardi 24 juin 2025. On écoute. Dans une communication dense et structurée, la ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté Raissa Malou est revenue sur l'ensemble des initiatives déployées depuis sa prise de fonction. Elle a mis en lumière les axes majeurs de son action, allant de la gouvernance éducative à l'amélioration des infrastructures, sans oublier les efforts en faveur de l'inclusion et de la modernisation du système. Ce bilan reflète une volonté manifeste de refonder l'école congolaise sur des bases plus solides, plus justes et adaptées aux réalités actuelles. Les années précédentes, il y avait quelques difficultés quand il fallait mettre en œuvre les accords, parce qu'il n'y avait pas un cadre de suivi. Et donc nous, on a installé ce cadre de suivi permanent qui permet aux deux parties, aux deux bancs, de suivre ces accords. Et ça joue un rôle absolument essentiel. En somme, les efforts de la ministre Raissa Malou traduisent une volonté claire de rupture avec les anciennes pratiques et d'engagement vers une éducation plus moderne, équitable et inclusive. La campagne, une maison, un drapeau continue de s'étendre à travers Kinshasa pour une étape marquante. Ce juin, dans la commune de Kitambo, la ministre de la Jeunesse et l'éveil patriotique, Noéla Avenganagato, s'est rendue sur place pour distribuer des drapeaux et écharpes avec les jeunes et familles relevant l'esprit patriotique au sein de la communauté. Regardez. Une maison, un drapeau continue de prendre de l'ampleur à travers le pays avec une nouvelle étape à Kitambo où la ministre de la Jeunesse Noéla Iganagato s'est rendue sur place pour distribuer des drapeaux et échanger directement avec les jeunes et les familles. Cette initiative vise à raviver l'esprit patriotique, un sentiment essentiel à cultiver à l'approche de la célébration de l'indépendance de la RDC. Plus qu'un simple geste symbolique, cette campagne cherche à unir les citoyens autour des valeurs nationales en faisant du drapeau un emblème vivant de fierté et d'appartenance. La présence active de la ministre montre l'importance accordée à la jeunesse dans ce processus, invitant chacun à prendre part à ce moment historique. Il y a une maison, un drapeau en français. Ouais, c'est que tout ce 65 ans d'indépendance le 30 juin. Là, combien c'est à la drapeau pour tout ça là. Toute la crise même pas de mission est que tout c'est comme on tout est donc message à ma casse y a moi que qu'importe ma gambo le kanambuka tout gali moko ngo cannabis ya moi na tout na ya pour chaque maison la drapeau on est le but de qui moni ya bino Cette descente sur le terrain illustre l'engagement du ministère à rapprocher les jeunes de leur identité nationale et à préparer ensemble un avenir où l'unité et la cohésion seront les fondements du développement. Autre chose dans ce journal, formation des agents pénitentiaires à Béni, dans le Nord Kivu. La police scientifique l'initiative et explique les bien fondés de ces actions visant le renforcement sécuritaire dans cette partie du pays. Propos recueillis par Daniel Lanto. Actuellement, je sais que ça a beaucoup d'importance. Il y a un ajout, il y a ce que j'ai eu encore de spécial. Et dès que je serai sur une scène de crime, je veux savoir comment me comporter et je saurai même déterminer quel type d'arme a pu être utilisé sur la scène de crime pour commettre l'infraction. À Béni, actuellement, nous connaissons plusieurs crimes qui sont commis à l'aide des armes à feu. Et actuellement, je suis capable de mener sur scène de crime des enquêtes. Et si je trouve des histoires relatives à la balistique, je saurai aussi comment m'orienter et je saurai quelle méthode prendre et je saurai quoi faire exactement. Et faire mon rapport à la hiérarchie comme il se doit. Nous l'avons dit au sommaire, 1 à 2% de personnes à travers le monde sont atteintes de la maladie vitiligo. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui publie ses résultats à travers l'occasion de la commémoration de cette journée due à cette maladie ce 25 juin. Elle est marquée par la sensibilisation de regard collectif, mais aussi encourager la recherche scientifique sur cette maladie. Regardez.
Chaque 25 juin, la journée mondiale du vitiligo vient rappeler l'importance de reconnaître et d'accepter les différences visibles, en particulier celles qui touchent la peau. Le vitiligo, maladie auto-immune chronique, affecte la pigmentation cutanée et touche près de 1 à 2% de la population mondiale. Bien qu'il ne soit ni contagieux ni douloureux, son retentissement psychologique, social et identitaire est profond. Au-delà de la question de la peau, cette journée réinterroge nos regards collectifs, mais aussi elle vise à sensibiliser les publics aux réalités du vitiligo, encourager la recherche scientifique pour mieux comprendre les causes du vitiligo. Dans le contexte sportif, le vitiligo reste un sujet de honte ou d'isolement, d'exposition du corps devient de source d'angoisse. Notons que chaque année, cette journée rend hommage à Michael Jackson, décédé souffrant de cette maladie le même 25 juin 2009. Toujours dans ce même registre, la province du Haut-Katanga a lancé officiellement le premier laboratoire pour les vitiligo. C'est le ministre province du genre famille et enfants Valérienne Mumba Kiboko qui l'a annoncé ce mercredi 25 juin 2025 à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale des vitiligo. Le vitiligo est une maladie dermatologique chronique de nature auto-immune caractérisée par la dépigmentation progressive de la peau. Elle est liée à la disparition des mélanocytes, les cellules responsables de la production de mélanine. Bien qu'elle soit non contagieuse et bénigne, d'un point de vue physiologique, elle peut avoir un impact psychologique majeur, entraînant des troubles anxio-dépressifs, de l'isolement social et dans certains cas, une altération de la qualité de vie. Dans ce cadre, j'ai l'honneur d'annoncer l'officialisation du lancement du premier laboratoire d'anatomopathologie et centre de recherche et de diagnostic spécialisés sur les vitiligo et les maladies rares de la peau, ici dans la province du Haut-Katanga. Ce projet est porté conjointement avec l'association franco-congolaise du vitiligo, que nous saluons pour sa rigueur, son engagement communautaire et sa vision à long terme. Ce centre aura pour mission principale le diagnostic anatomopathologique spécialisé en vue d'une classification précise des lésions cutanées liées au vitiligo et autres dermatoses rares. Aucune conséquence juridique due au report de l'élection du président de la Cour constitutionnelle. C'est ce que pense maître Anatoly Kanoumani, avocat au barreau de Kinshasa. Selon lui, le juge Dieudonné Kamuleta peut rester président de cette Cour jusqu'à l'organisation des élections d'un nouveau président à la Cour constitutionnelle. On l'écoute au téléphone de John Patrick Moukenyeshaya. La motivation de cet report, en tout cas, on ne peut pas aussi donner la motivation, parce que la motivation, au moins si vous demandez le président de la Cour constitutionnelle, le président actuel de la Cour constitutionnelle, même s'il est fait mandat, mais il est toujours président de la Cour constitutionnelle, il va vous donner les motivations qui ont fait ce que cette élection soit reportée. Et la conséquence du report jusqu'à ce jour, j'ai lu l'élément intérieur de la Cour constitutionnelle, dans l'article 6, 7, 8 et 9, je n'ai pas vu là où on a mentionné que si on ne reste pas l'élection dans les délais d'office, il y a une conséquence du droit. Non. Je suis allé aussi loin pour lire l'article 9 de la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui dispose d'abord que le président de la Cour est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans, renouvelable une seule fois, suivant le règlement intérieur. Et il est investi par l'ordonnance du président de la République. Donc, on rappelle, monsieur le président actuel a été élu en 2022 comme président de la Cour constitutionnelle. Et selon la loi, article 9, il peut aussi revenir comme candidat président de la Cour constitutionnelle. Même les autres aussi membres de la Cour constitutionnelle peuvent aussi postuler selon les choix. Si chaque membre estime qu'il peut postuler comme président de la Cour constitutionnelle, il n'y a aucune conséquence sur le plan du droit, parce que
le règlement intérieur n'a pas prévu la conséquence en cas de report. L'article 9 de la loi organique du 13, numéro 13, 026 du 15 octobre 2013, en tout cas, n'a pas aussi montré ou donné les conséquences au cas où les élections du président de la Cour constitutionnelle sera reportées. Donc, Monsieur le Président, il n'y a aucune conséquence juridique. Et en sport, la dernière journée a vaincu de tout son suspense. À Kinshasa, Maniema Union a battu le Daring Club de Motema Pembe sur le score de 2-0. Et dans le derby, le choix, pas de vainqueur entre le TP Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo, score de match 1 but partout. Le Nesmik Ngolon fait le point. Retour sur la dernière journée du championnat national. On commence d'abord au stade des Martyrs de la Pentecôte où l'AS Maniema Union serait lancé au classement en se posant sur le score de 2-0 devant le Daring Club Motema Pembe, un match comptant de la 14e journée des phases des playoffs. Cependant, le deuxième but des unionistes a mis fin à cette rencontre qui s'est terminée de manière définitive à cause de l'envahissement du terrain par le supporter de Vert Blanc, mécontent de la décision de valider les deuxièmes buts inscrits par Jefté Kitambala à la 64e minute de jeu. Fixé le centre de Zedanat Kitambala. Les deuxièmes buts d'Emmanuel Union, signé Jefté Kitambala. Du côté de Lubumbashi, dans le derby, le choix, le tout-puissant Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo se sont neutralisés sur la note de 1 but partout. Rappelons que le championnat national Ligue 1 tend vers sa fin. Le dernier match joueront le vendredi 27 juin. Les équipes congolaises devant représenter la République démocratique du Congo aux compétitions africaines interclubs de la CAF seront connues ce jour à l'issue du rencontre alléchante tant à Lubumbashi qu'à Kinshasa. Place à présent la revue de presse. La revue de presse, c'est la sélection de Delphin à Monteba avec nous. Bonsoir. Bonsoir, c'est Delphin Moukiba. Bonsoir à tous. Désolé de massacrer votre nom. Ok. Et voilà, nous commençons avec ACP qui titre à sa une RDC Japon, la première ministre à Tokyo pour renforcer les liens séculaires. Effectivement, la première ministre congolaise Judith Suminwa s'est donc rendue au Japon, à Tokyo. Et ici, on note la première ministre de la République démocratique du Congo est arrivée mercredi à Tokyo, au Japon, pour renforcer des liens séculaires entre les deux pays. C'est un communiqué de la primature consulté par l'ACP. La première ministre Judith Suminwa est arrivée ce mercredi matin à Tokyo pour répondre à l'invitation du gouvernement nippon en vue du renforcement des liens séculaires entre la République démocratique du Congo et les pays du soleil levant. Un tête-à-tête est ainsi prévu avec son homologue japonais Shiba Shiregu. Après la source, les enjeux de cette visite s'inscrivent dans le cadre de la coopération économique entre la RDC et le Japon. Après un séjour riche à Rome, en Italie, où elle a pris part au sommet sur le plan matériel pour l'Afrique et le Global Gateway, en mettant en avant les opportunités d'investissement et valoriser le savoir-faire congolais, son agenda prévoit plusieurs rencontres à Tokyo avant de participer au forum d'affaires RDC-Japon à Osaka, au terme duquel il est prévu la signature d'un protocole d'entente dans le secteur minier et donc précise le journal. Super, de bonnes avancées diplomatiques. Et bien avec Econews qui titre à sa manchette régulation de la circulation routière à Kinshasa, et bien 350 000 $ partis en fumée. Alors on doit savoir que c'est un problème qui dérange le Quinois et Quinoises en ce qui concerne les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, et ce qui titre ce journal dans le cadre de lutte contre les embouteillages requérant de la flambée de prix des produits de première nécessité à Kinshasa. Le gouvernement central de la République démocratique du Congo a adopté une série de mesures visant à faciliter la circulation des poids lourds dans la capitale. 350 000 $ sortis du trésor public ont été mises à la disposition du commissaire provincial ville de Kinshasa pour piloter les opérations anti-embouteillage, rapporte donc Econews. Un plan de désengorgement de la ville a été confié à la police de Kinshasa et le commissaire voulais-je dire,
Israël Kankou, en charge des projets, a présenté un dispositif chiffré à 350 000 $, mobilisant 950 agents, des drones, motos, bis, telki, walki, guy, carburant et ciblant des axes majeurs de la capitale. Détail donc Info 27. L'objectif affiché ici, améliorer la fluidité du trafic en 30 jours avec une évaluation tous les 10 jours. Mais plusieurs semaines après les déblocages de fonds, aucun résultat tangible et visible, regrette donc le journal. Alors, question personnelle, pensez-vous que cette évaluation, après 2 jours, est positive? Bon, je ne pense pas que c'est vraiment positif. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas aussi ces agents sur le terrain. Jusque-là, on ne voit pas vraiment les agents qui luttent contre les embouteillages sur le terrain. Mais quand même, pouvons dire que c'est une belle initiative. C'est une bonne initiative qu'a initié le commissaire Israël Kankou. Je pense que si on va encore, il y a toujours des améliorations, je pense que ça peut aller de l'avant. Très bien. Alors, nous continuons avec HCP. Les préparatifs des finalistes du secondaire à l'examen d'État sont bénéfiques. Alors là, ça concerne l'éducation nationale de la République démocratique du Congo et aussi initiative à la nouvelle citoyenneté. Plusieurs élèves finalistes du secondaire de la ville d'Écologie, voulais-je dire, chef-lieu du province de l'Olaba au sud-est de la République démocratique du Congo, se préparent donc pour affronter les épreuves de l'examen d'État édition 2024-2025 a constaté l'ACP mercredi. Les enfants se préparent car ils savent que cela va les aider et se préparent sérieusement même s'ils ne sont pas ici. Nous leur conseillons de lire à la maison en groupe de 3 ou à 4 afin d'échanger sur les leçons apprises, a indiqué donc Lambert Moukoge, préfet de l'école Lumière du Christ de l'Église orthodoxe, affirmant que les autorités de cette école fournissent d'énormes efforts pour que les élèves restent concentrés à affronter donc ces épreuves. Et par ailleurs, il a souligné aussi que l'apport de l'enseignement scolaire dans la carrière professionnelle de ces apprenants, nous leur enseignons et leur conseillons que c'est une vie qu'ils sont en train de préparer car le monde actuel exige de l'instruction pour être utile sur le marché du travail et ce qui concerne donc de l'éducation en RDC. Et nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. Oui, bonne chance à eux. Merci Delphin Moukeba. Cette fois-ci, j'ai très bien prononcé. C'est très bien prononcé, Moukeba. Merci pour cette belle section. Merci beaucoup. Et oui, c'est par ici que nous mettons fin à notre journal, coordonné par Dan Lanto et réalisé par Elohim Kakolongo. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur Missunga TV pour des bonnes actualités. Quant à moi, je vous dis au revoir.